Jean-Luc Fugit, vous êtes député du Rhône, mais vous êtes aussi chimiste. Vous êtes président du Conseil national de l'air, vous êtes secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur de la loi LOM, donc sur les mobilités, ex-président du groupe d'études santé-environnement de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Fugit, j'ai une première question autour d'un domaine de prédilection, le vôtre. La qualité de l'air est une des problématiques importantes de la santé environnementale. Est-ce qu'on en a vraiment pris conscience, vous pensez ? Oh, oui, alors je ne sais pas sur quel plan on se place, mais nos concitoyens, oui, on le sent de plus en plus, l'exigence sociétale est là. Je crois que dans les derniers sondages sur les sujets environnementaux, la pollution de l'air, enfin, elle arrive assez souvent dans les deux premières, dans les deux premiers items les plus plébiscités, entre guillemets, comme étant leur préoccupation principale en matière d'environnement. Donc oui, je pense aussi qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics en prennent de plus en plus conscience. Et en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, il faut prendre ceci à bras-le-corps, mais avec pragmatisme, détermination et aussi un respect de ce que la science nous enseigne. Il ne faut pas non plus tomber dans des positions dogmatiques sur ces sujets, bien entendu. Comme sur les autres d'ailleurs. Quels sont les impacts de la crise sanitaire que nous vivons sur la qualité de l'air? On a dit pas mal au début que ça allait beaucoup mieux parce que tout le monde était à la maison. Est-ce que c'est durable? Oui, alors bon, c'est une manière de présenter qui est un petit peu rapide. Alors je vous invite à regarder les travaux et évidemment les travaux prennent du temps et les travaux qu'on a fait avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dont je fais partie, donc 18 sénateurs et 18 députés, donc j'ai été chargé en tant que rapporteur de suivre ce dossier de près. Et donc j'ai interrogé tous les scientifiques et puis toutes celles et ceux qui mesurent la réalité de nos polluants tous les jours dans ce pays. Eh bien, on a eu une baisse importante de 30 à 70% des teneurs en oxyde d'azote dans les grandes agglomérations, mais c'est tout à fait normal puisque la source principale de ce polluant, c'est la pollution donc, des véhicules à énergie fossile, aussi bien diesel qu'essence. Donc là, pas de surprise, c'est naturel, il y avait une baisse de l'activité, une baisse de la circulation, donc obligatoirement on a eu cette chute-là. En revanche, pour les particules fines, on n'a pas eu cette chute-là. Pourquoi ? Parce que les particules fines, leur source est beaucoup plus diversifiée. Et c'est d'ailleurs une des problématiques de la pollution de l'air, c'est que tout dépend de qu'est-ce que vous regardez comme polluant. Il y a plusieurs polluants et ils ne se comportent pas tous de la même manière, ils n'ont pas tous la même source à la même période de l'année. Et donc pour les particules fines, comme on sait que c'est que la globalité des émissions de particules sur une année dans un pays comme la France, c'est environ 20% d'origine du transport, eh bien il y a toutes les autres sources qui étaient là aussi, comme le chauffage au bois non performant, qui paradoxalement a augmenté puisque les gens étaient chez eux aussi. Je veux bien parler du chauffage au bois non performant, soyons rigoureux. Je n'ai pas dit chauffage au bois tout court. Ensuite, il y a eu des épandages agricoles et il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs, sauf que nous sommes tombés à la période des épandages agricoles, notamment avec le mois d'avril et le printemps, la sortie de l'hiver qui fait qu'il y a un certain nombre d'épandages, bien entendu. Donc tout ceci fait que sur la partie particules fines, on n'a pas eu vraiment de baisse alors qu'on l'a eu sur les oxydes d'azote. Et par ailleurs, sur le CO2 cette fois, qui n'est pas, comme vous le savez, un polluant qui impacte notre santé, il impacte le climat. Cette fois, on a eu des baisses relativement modestes, donc on estime entre 6 et 10% de baisse par rapport à la même période l'année précédente, donc en 2019. Donc des baisses, oui. Ensuite, il y a aussi la question de savoir quelle est l'influence de la pollution de l'air d'ailleurs sur la crise du Covid elle-même. Donc, à savoir que deux questions se sont posées auxquelles on a tenté de répondre avec les scientifiques. Je dis bien tenté parce que nous n'avons pas toutes les réponses et c'est normal puisque nous faisons de la science. La science c'est important de le rappeler, oui, effectivement. L'observation. Et donc, on a eu deux questions que l'on s'est posées. C'est est-ce que la pollution de l'air a un impact sur la résistance au virus ? Et est-ce que la pollution de l'air a un impact sur la propagation du virus? À la première question, on comprend assez aisément que la tendance est de dire, l'étude montre que oui. À la seconde question, aujourd'hui, rien n'est démontré. On ne sait pas à ce stade si la pollution de l'air transporte ou pas le virus. Elle permet la transmission du virus. Donc ça, c'est un sujet qu'on va revisiter dans quelques mois pour voir où en sont les études. Et donc, il faut y aller toujours pas à pas sur ces sujets. Et cela nous montre encore une fois d'ailleurs, ce qu'on l'a montré plusieurs fois durant cette émission, l'importance du dialogue avec la science et l'importance aussi de décloisonner, de faire en sorte que les élus, les citoyens, les assos, les scientifiques se parlent. Et vous, je sais que vous en êtes évidemment un fervent partisan de ce dialogue. Ah oui.
il est nécessaire. Vous êtes président du Conseil national de l'air. Quelles sont ses ambitions, ce Conseil national de l'air? Et que peut-il faire pour agir? Alors, le Conseil national de l'air réunit de nombreuses personnes, donc je le préside de manière tout à fait bénévole, je le dis, parce que parfois on pense que les élus ne font que cumuler des indemnités et des mandats. En l'occurrence, moi je ne cumule rien avec rien, puisque je suis simplement député et j'ai simplement une indemnité de député, je le dis au passage, pour les gens qui nous écoutent. Dans le Conseil national de l'air, dans lequel siègent des représentants de l'État, des organismes publics, des parlementaires, enfin deux parlementaires, en l'occurrence un sénateur, un député, moi-même, collectivités territoriales, les entreprises, des salariés, des associations notamment environnementales, donc des experts, des personnes qualifiées, et bien se saisit de tous les sujets qui a trait donc à la pollution de l'air et donc à l'amélioration que l'on pourra apporter sur la qualité de l'air intérieur comme extérieur, et on rend des avis donc sur lesquels on peut le ministère peut nous demander de prendre un avis, mais on s'auto-saisit aussi, et donc en tout cas, depuis que je le préside, il y a 2 ans, on a musclé un peu son travail. Je dis ça sans aucune prétention, hein, mais l'idée, c'est de ne pas présider un conseil pour faire plante verte. L'idée, c'est de présider un conseil pour faire avancer les sujets. Et notamment, quand on a travaillé sur la loi mobilité, eh bien, on a donné des avis au Conseil national de l'air. On vient de rendre un avis sur la sensibilisation et la formation. On s'intéresse au suivi de ce qui s'est passé avec l'affaire Lubrizol. On s'intéresse aussi à la question de comment on peut entraîner mieux et plus les territoires dans l'action. Donc c'est un lieu extrêmement important. Et notamment, vous voyez, quand on parle des territoires, eh bien, on va suivre de près la mise en application des zones à faible émission mobilité. Donc nous avons inscrit dans le cadre de la loi d'orientation de mobilité, parce qu'aujourd'hui, on doit travailler main dans la main avec tout le monde pour faire en sorte que l'arrivée de ces zones à faible émission soit vécue comme un progrès et non pas comme une incantation qu'on imposerait à des gens. On n'est pas là pour faire de mon point de vue, il ne faut pas prendre des mesures qui soient punitives, mais des mesures qui permettent d'avancer et d'être partagées. Petite remarque, au Conseil national de l'air, on donne aussi la place, parce qu'ils siègent aussi, mais on les écoute et on travaille avec eux, au monde agricole. Le monde agricole qui, sur la pollution de l'air, a pris conscience des enjeux depuis 10 ans maintenant, et petit à petit, on commence à avoir des projets qui apparaissent. Donc le conseil, que je souhaiterais d'ailleurs muscler à l'avenir, hein, donc je suis en train de discuter avec la ministre de la Transition écologique et ses équipes pour que le Conseil national de l'air ait plus de moyens humains, de manière à ce qu'il puisse mieux et plus travailler pour servir des éclairages au ministère de la Transition écologique. Jean-Luc Fugit, juste un dernier mot, alors du coup en quelques mots, autour de la grille des objectifs de développement durable. Est-ce que c'est une grille de lecture ou est-ce que ça devrait d'ailleurs être beaucoup plus une grille de lecture pour regarder les lois, pour examiner les différents projets? Et là, je pose la question. Pour moi, oui. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je porte le pin, c'est pas pour vous faire plaisir, je le porte tous les jours depuis 2 ans on me l'a donné, donc je le porte tout le temps, et y compris quand je vais à la tribune à l'Assemblée nationale, et j'irai dans quelques jours sur un projet de loi m'exprimer. Et si je le porte, c'est pas pour faire au beau, même si je trouve ça plus beau qu'une cravate, hein. Mais c'est tout simplement parce que j'y crois. Et en effet, si je prends, alors évidemment la liste des 17 ODD, vous la connaissez par cœur, mais si je prends le 3e sur la santé, le numéro 7 sur l'accès à l'énergie propre, ou le 11e sur la création des villes et des communautés durables, bon, là on est vraiment au cœur de la transversalité qu'il faut mettre en œuvre pour progresser en matière de qualité de l'air. Parce que vous savez, la problématique de la qualité de l'air, c'est que il faut l'aborder sur plusieurs leviers, aussi bien les questions agricoles, les questions de mobilité, les questions d'urbanisme, de déchets, de chauffage, etc. Donc c'est un tout, et on se retrouve très bien dans la liste des ODD. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais déjà vous remercier de m'avoir invité et d'avoir pu participer, dire un mot aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est vraiment extrêmement important de décloisonner. Au Conseil national de l'air, j'arrête pas de répéter qu'on doit prendre en considération la problématique de la qualité de l'air de manière transversale dans toutes les politiques publiques. Et c'est des sujets, vous voyez, qui ne dépendent pas pour moi de la transition écologique. Comme je dis souvent à la ministre, ça dépend aussi bien du monde de l'agriculture, etc., etc. Et donc, c'est normal qu'avec les ODD qui permettent justement d'avoir une approche multisecteur, décloisonnée, voire même internationale, eh bien, on retrouve cette démarche. Et donc, moi, je pense que on devrait mieux et plus regarder les textes de loi, tout ce que l'on décide à travers cette lunette ODD. Donc c'est vraiment important. Et en même temps, parfois, ça peut paraître un peu complexe.
d'en avoir 17, mais écoutez, je pense que c'est bien de s'y intéresser et c'est bien d'avoir ces approches de plus en plus transverses. Et ça me paraît vraiment nécessaire dans toute action publique et plus particulièrement quand on s'intéresse à la qualité de l'air, ce qui est mon cas.